C'est l'heure de votre rendez-vous avec le Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une de cette édition. La polémique ne faiblit pas en RDC autour de l'accueil de ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Un premier groupe de migrants sud-américains est déjà à Kinshasa. La possible venue de milliers d'Afghans serait en discussion. Des jeunes mobilisés pour des rues plus propres dans les rues d'Abidjan et qui collectent bénévolement les déchets. Plus de 4500 tonnes de déchets sont déversées chaque jour dans la ville ivoirienne. Et puis fin d'une tournée marathon pour le pape Léon XIV qui s'est achevée en Guinée équatoriale. Après l'Algérie, le Cameroun et l'Angola, une première tournée africaine marquée par de nombreux sermons politiques. Il y a presque une semaine, la RDC accueillait pour la première fois des migrants expulsés des États-Unis de nationalité colombienne, péruvienne et équatorienne. D'autres transferts pourraient suivre dans les prochains jours, mais à Kinshasa, l'accueil de migrants expulsés des États-Unis soulève de nombreuses interrogations. Les précisions Aurélie Bazarak-Bangoula. Ce que déplore une partie de l'opposition et de la société civile, c'est le manque de transparence sur cet accord migratoire. Le nombre de personnes expulsées des États-Unis qui pourraient arriver à Kinshasa et la durée de leur séjour ne sont pas connus. Un retour volontaire dans leur pays d'origine pourrait être organisé pour les migrants qui en font la demande. Pour les autres, il n'y a aucune précision. Alors le sujet est épineux. Les autorités congolaises limitent leur communication et affirment que cet accueil est temporaire et financé par le Trésor américain. Autre question posée ici à Kinshasa, c'est quelle est la contrepartie de cet accord? Là aussi, la société civile déplore le manque de transparence. Seuls eux, le gouvernement, la partie gouvernementale et sûrement les Américains qui savent les clauses. Mais le peuple devait être informé et être invité au débat public. Nous pensons que la RDC est en position de faiblesse, étant donné qu'ils sont en train de négocier, de signer des deals avec les Américains, que ce soit le deal minier, que ce soit le corridor de l'Obito, que ce soit actuellement l'histoire migratoire. Tous ces accords ne sont pas favorables à la RDC. Les inquiétudes grandissent ici à Kinshasa, d'autant que l'ONG Afghanevac a tiré une sonnette d'alarme depuis les États-Unis. Elle affirme que des discussions ont été engagées avec plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, pour accueillir plus d'1 millier d'Afghans. Alors concernant ces discussions, les autorités congolaises ont indiqué ne pas vouloir faire de commentaires pour le moment. Et puis les conditions de ces transferts posent évidemment problème. Des migrants qui se retrouvent souvent confrontés aux barrières de la langue ou de la culture, comme ont pu en témoigner ces Sud-Américains arrivés en RDC vendredi dernier. Certains auraient passé 27 heures dans un avion, mains et pieds menottés, avant d'atterrir finalement à Kinshasa. Récit d'Émilie Boyle. Cet hôtel à Kinshasa accueille depuis 6 jours des hôtes improbables. Une quinzaine de migrants sud-américains fraîchement expulsés des États-Unis par l'administration Trump. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge. Et d'un coup, le 15 avril, on m'a informé que j'allais être transféré en République démocratique du Congo. Leur arrivée à Kinshasa est compliquée. Aucune des personnes ne parle français et plusieurs sont déjà tombés malades. Quelques-uns ont reçu un visa de 7 jours, mais ils risquent de se trouver bientôt livrés à eux-mêmes. On voit bien que ce pays est l'un des plus pauvres du monde. Tout ce que j'attends, c'est que les autorités colombiennes m'aident à obtenir un document de voyage pour que je puisse enfin rentrer chez moi. Parce que franchement, j'ai plus peur d'être dans ce pays que dans le mien. J'ai plus peur d'être en Afrique qu'en Colombie. Leur transfert a été discret et s'est fait au milieu de la nuit. C'est le premier envoi de migrants expulsés en RDC, la prochaine étape de la politique migratoire contestée du président américain. Je me suis dit, je ne veux pas aller au Congo. J'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée en même temps et ma famille était désespérée. Après ça, on s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. Hébergés dans un hôtel sous surveillance policière, ces 15 personnes devraient rester en RDC pendant une courte période, mais leur situation reste toujours très incertaine.
Et je vous invite à suivre ce dossier sur france24.com. Vous cliquez sur l'onglet Afrique, RD Congo. Pourquoi l'envoi de migrants latino-américains par Washington fait polémique. L'accès aux soins est de plus en plus difficile pour les patients atteints du VIH dans l'est du Nigeria. Le gel d'une partie de l'aide américaine a brutalement fragilisé l'accès aux traitements anti-rétroviraux, pourtant essentiels pour des millions de malades. Et dans l'état de Benue, l'un des plus touchés, des bénévoles tentent de combler le vide sans moyens. Ils parcourent des kilomètres pour rejoindre des villages isolés et éviter une rupture des soins. Ces bénévoles sillonnent inlassablement les rues de Makurdi à l'est du Nigeria. Leur mission, retrouver des patients atteints du VIH et les convaincre de reprendre leur traitement dans les rares centres encore ouverts. Depuis le gel d'une partie de l'aide internationale début 2025, des milliers de malades ont été contraints d'interrompre leur traitement. C'est un travail difficile, mais quand on a la volonté de changer les choses, d'aider les gens à retrouver une vie normale, on tient bon. Même face à la honte ou aux réactions parfois dures, il faut mettre son ego de côté, continuer à dialoguer et à sensibiliser. Avant le gel de l'aide américaine, les patients recevaient plusieurs mois de traitement à l'avance. Aujourd'hui, ils n'en reçoivent que pour 1 à 2 semaines. Et surtout, ils doivent payer eux-mêmes certains médicaments autrefois gratuits. La peur s'est rapidement installée. Beaucoup se demandaient comment payer leur traitement, que ce soit chaque mois ou tous les 3 mois. La situation est devenue très angoissante. Les efforts des bénévoles portent leurs fruits. En quelques mois, plus de 1000 personnes ont pu reprendre un traitement contre le VIH. Au Nigeria, près de 2 millions de personnes vivent avec la maladie, selon l'ONU-SIDA. Ces images à présent, celles de Mogadiscio, sous les eaux. De fortes pluies, vous le voyez, ont inondé des parties de la capitale somalienne. Des routes complètement submergées. Une nouvelle vague d'averses qui met en lumière les problèmes chroniques de drainage avant même le début de la principale saison des pluies. Et on passe de rues inondées d'eau aux rues inondées de déchets. Dans la capitale économique ivoirienne, il s'accumule à un rythme alarmant. Plus de 4500 tonnes d'ordures sont déversées chaque jour à Abidjan. De quoi mobiliser certains jeunes qui nettoient bénévolement les rues et sensibilisent les habitants à Ouadiouf. Dans ce quartier populaire d'Abidjan, une poignée de jeunes s'est donné une mission: mener une guerre contre l'insalubrité. Armés de balais et de sacs poubelles, ils nettoient les rues et ramassent les déchets plastiques qui saturent les caniveaux. Des actions filmées et partagées sur un compte TikTok de plus de 50 000 abonnés. Il faut qu'on lutte contre ça pour une bonne santé et puis pour l'avenir d'un pays. Parce que tout pays qui veut être développé doit d'abord être propre. Après le nettoyage, le porte-à-porte pour sensibiliser les riverains. Dans ce quartier d'Atekoubé, chaque jour, des milliers de tonnes de déchets s'accumulent. Bouteilles, sacs plastiques, restes alimentaires ou gravats. Résultat, des caniveaux obstrués, une eau qui ne circule plus et en saison des pluies, des inondations spectaculaires. Mais pour certains riverains, le problème ne se limite pas à un manque de civisme. Dans les rues, il manque des poubelles, c'est-à-dire, je dirais que c'est l'État qui pourrait peut-être mettre des solutions en place où on pourra déposer peut-être 5 à 6 poubelles dans les rues. Pourtant, ces dernières années, des efforts ont été engagés. L'ancienne décharge Akwedo a été transformée en centre de traitement de déchets et les autorités cherchent à améliorer la collecte des détritus des 6 millions d'habitants du district d'Abidjan. Il y a des initiatives de tri dans les ménages qui sont en cours, qui portent également leurs fruits. Voilà. Mais je pense qu'il faut quand même allier, n'est-ce pas, la répression à la sensibilisation. À Abidjan, entre actions citoyennes et politiques publiques encore insuffisantes, la bataille contre les déchets est loin d'être gagnée. 18 vols, 8 messes, des discours en plusieurs langues dans 4 pays. C'est une tournée marathon pour le pape Léon qui s'est achevée ce jeudi en Guinée équatoriale. Une première tournée africaine marquée par de multiples déclarations politiques. Retour sur cette fin de voyage avec Héloïse Mélan. En espagnol, l'une des nombreuses langues utilisées pendant son voyage, le pape dit au revoir à l'Afrique. Je quitte l'Afrique en emmenant avec moi un trésor inestimable de foi, d'espérance et de charité. La dernière des 8 messes qu'il aura données lors de sa tournée africaine se déroule en plein air à Malabo,
ancienne capitale de la Guinée équatoriale, en présence de 100 000 fidèles qui l'acclament et de Teodoro Obiang-Nguema, le président qui dirige depuis 1979 le pays d'une main de fer. La veille, Léon XIV était accueilli par les chants de 600 détenus dans la prison de Bata, lançant une rare critique sur les conditions de détention en Guinée équatoriale, souvent dénoncées par les observateurs. L'administration de la justice a pour but de protéger la société. Mais pour être efficace, elle doit toujours miser sur la dignité et le potentiel de chaque personne. Et ce n'est pas le seul message politique du pape lors de ces 2 jours en Guinée équatoriale. Mercredi matin, à Mongomo, Léon XIV a prononcé ces mots devant le président guinéen dans une critique à peine voilée de ses 47 ans de règne. Que les espaces de liberté s'élargissent et que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée. Le pape rentre à Rome après un périple de 18 000 kilomètres à travers l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale, où il n'a cessé de dénoncer les inégalités et les atteintes à la démocratie à travers le monde. Allez, place au cinéma en Tunisie. La sortie du biopic sur Michael Jackson a réuni de nombreux fans dans les cinémas. Le film a une résonance particulière dans le pays puisque c'est à Tunis que le chanteur a donné son seul concert solo en Afrique en 1996, réunissant près de 60 000 spectateurs. Alors même 30 ans plus tard, l'aura de l'artiste séduit encore toutes les générations. Lilia Blaise et Hamdi Tlili ont assisté à l'avant-première. J'ai adoré le film. J'ai adoré le film, même si c'était un peu court à mon goût. J'aurais aimé plus de chansons, mais vraiment c'était génial de découvrir sa vie. Même si ce n'est pas de ma génération, dans ma famille on l'écoutait beaucoup, donc j'ai grandi avec lui. Il est intemporel et parle à toutes les générations. C'est de mon époque, mon adolescence, ma jeunesse. Donc ça m'a fait du bien de me remémorer tout ça à travers le film. J'ai emmené ma fille en espérant lui faire découvrir et lui montrer sa carrière. J'espère qu'elle a aimé et qu'elle va aussi écouter ses chansons avec moi. Ils sont là aussi pour le souvenir du fameux concert de 1996, lorsque Michael est venu ici pour son live de History Tour, voilà, où il y avait 60 000 personnes. Donc imaginez, c'était un exploit pour un pays comme la Tunisie, pour un peuple comme les Tunisiens. Voilà l'aura de Michael Jackson qui referme ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.